La Thierry, ça saute de partout, tout le monde réclame. Bonjour à tous. Nous commençons notre session du comité PME-PMI. La première de cette rentrée elle sera sous un format mixte, donc à la fois distanciel mais aussi présentiel. Nous sommes en ligne sur Facebook et nous sommes là-bas, je ne sais pas combien nous sommes. Oui, presque. Je vous présente mon collègue aujourd'hui avec moi, il y a Grégoire Chimon, directeur de marketing et communication de la CCIR, qui se fait dire en nom. Grégoire. Oui, bonjour à tous. Je fais tourner la caméra. Bonjour à tous. Oui, donc nous sommes très heureux aujourd'hui de vous retrouver tous ensemble. La dernière session de ce comité a été déjà il y a quelques mois, au printemps. Depuis, beaucoup de choses sont passées. La crise est toujours là. Nous avons ouvert ce comité aux non-membres car nous pensons que les expériences des différentes PME sont utiles à tous et pas seulement aux membres. Il est important pour nous à la CCI d'avoir un retour sur la santé des différentes entreprises et des dirigeants. Et parce que d'une certaine manière aussi, nous, on est une PME à la CCI, on est une petite entreprise. Donc voilà, nous sommes très, très contents aujourd'hui de vous accueillir, tous ici, en direct ou dans nos locaux. Merci Grégoire. Quelques moments organisationnels. Pour une meilleure organisation, je voudrais demander à nos participants au Zoom de corriger leur nom en écrivant le nom de votre société. Cela nous permettra de savoir qui pose les questions. Merci d'avance. D'habitude, lors de la première session, nous, selon la charte du comité, professionnel et les autres présidents du comité, les présidents sont des sociétés membres et sont en tête du comité pour un an. Aujourd'hui, nous avons les élections. Et je voudrais vous présenter deux candidats qui ont proposé leur candidature. Candidat numéro 1, c'est Yann Soti, directeur général Welcome Abroad. Yann est une personne avec une grande expérience présidentielle et il devrait continuer. Le candidat numéro 2, c'est Alexandre Stefanescu, fondateur de la société AXA. Monsieur le candidat, souhaitez-vous dire quelques mots? Oui. Et la caméra se tourne vers moi. Alors, je suis impressionné de l'investissement qu'a fait la Chambre de commerce. C'est la première fois que je vois cette caméra et là je vous bravo. Écoutez, président, regardez, 3 dans la caméra. Je suis président déjà depuis, coprésident, pardon, depuis 3 ou 4 ans. Peut-être 4 ans déjà, à l'époque déjà avec Fabrice Didier, et puis par la suite avec Thomas Caruel. Et c'est une mission que j'apprécie fortement parce que ça me permet justement de découvrir soit de nouvelles PME qui peuvent s'implanter ou d'aider justement celles qui sont déjà sur place. Et je pense que ce format comité PME-PMI est toujours très intéressant et on cherche toujours à pousser sur des questions qui intéressent tout le monde. On a pu aussi en profiter, je pense, de mars au mois de mai, même si c'était online, via les appels à témoins, et j'espère que nous continuerons sur cette même voie, de préférence en présentiel, mais aussi en distanciel. Et je remercie à nouveau la Chambre de commerce déjà d'avoir fait un bel investissement pour qu'on puisse faire et l'un et l'autre. Je pense que ça intéresse pas. Et je donne la parole au deuxième candidat. Allez, viens ici. Alexandre, let's go. Super. Yann, merci beaucoup, Carita, pour l'organisation. Donc, quelques mots peut-être rapidement. C'est vrai que je postule un petit peu la vice-présidence avec Yann Soti, puisque voilà, on est proche de la Chambre de commerce et le fait que mon activité soit les ressources humaines et le recrutement, c'est une activité, on est
on a un petit peu pas un rôle de médecin, mais on est toujours à prendre le pouls des entreprises, à essayer de comprendre les situations, à essayer à aider à recruter, à donner des conseils. Donc c'est vrai que je pense que peut-être en étant ce comité à la position de vice-président, je pourrais sans doute, j'espère, aider les entreprises qui sont membres de commerce et les autres, bien sûr, voilà, sur un point de vue d'organisation, peut-être, de conseils et voilà, faire preuve de bienveillance pour les entreprises dans ces moments difficiles. Merci Jean, merci Alexandre. Je vous prie de voter. Maintenant, ceux qui sont dans la salle votent en levant la main et ceux qui sont en Zoom, mettez le plus dans le chat. Première Une vote. petite précision, donc ce sont deux concurrents. Non, ils sont pas. C'est important quand même de savoir parce que c'était Non, pas très Je clair. comprends, ils sont Donc pas. c'est la coprésidence quand même. Oui. D'accord, merci. Mais je préfère le préciser. Pour l'instant, je suis seul président. Mais c'était la dernière Peut-être, ça devait dépendre de cet alimentaire. Donc chacun, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que chacun peut voter 2 fois. Oui, chacun peut voter 2 fois, bien sûr. Et la première vote est pour Yann Sotti, donc je vous prie. Messieurs, madame, qui vote pour? Ah ouais, suspense, c'est sûr, pour Yann. Qui vote pour? Merci. Et dans le Zoom? Je vous prie Ah ouais, aussi. moi je parle aussi. Zéro. Qui sont contre? Vous pouvez essayer contre. Neutre. Qui est neutre? Oui, évidemment, Jean, tu dis à Jean que les membres de la Chambre de commerce qui votent. Oui, bien sûr, c'est seulement une personne représentant une société vote. Je remercie tous et maintenant le deuxième vote est pour Alexandre. Oui, qui sont pour? Pour. Évidemment. Qui sont contre? On vote 2 fois. Donc, je pense qu'il y a l'unanimité. Ouais. Mes félicitations. Merci. Mes félicitations. Merci. Monsieur, vous êtes le co-président. Donc, maintenant, nous passons au sujet de notre session. Appel à témoins, quelles sont les conséquences du Covid sur votre entreprise? Je pense que Yann annoncera nos témoins pour aujourd'hui. Oui, tiens, je pense que les témoins étaient déjà en fait sur le service, on les présentera, nous ils se présenteront. Je te propose, alors de venir un peu plus près de moi, voilà, pas trop près non plus, sait-on jamais. Aujourd'hui, donc, nous avons 2 invités et nous nous sommes posé la question si tu étais aussi invité en tant que témoin. Moi, je pensais aussi raconter un petit peu, parler un petit peu de l'immobilier par rapport faire un témoignage de ce que j'ai vécu et de la manière dont je vois la suite. C'est la même chose. Je te propose qu'on tire à pile ou face pour savoir soit de Thierry, soit de Madame. Pile, c'est Thierry. Non, pile je gagne, face tu perds. Ouais, alors. J'ai encore gagné. Alors oui, je préfère prévenir, ce comité va être amusant. Thierry Cédrin, peut te joindre à nous. Tu vois que tu as gagné. C'est une facilité. C'est une question spéciale. Alors, j'ai préparé quelques petites questions. Je suis intéressé de les voir aussi. Je ne regarde pas parce que c'est des questions surprises. Voilà. Mais félicitations. Oui, la sélection, je ne m'y attendais pas, mais alors, ce que je voulais juste dire peut-être un petit peu avant, c'est dans la continuation des comités PME et PMI qu'on avait organisés depuis mars, avril, on faisait à peu près 1 fois par semaine. Et on avait justement, mais c'est surtout la Chambre de commerce qui avait ouvert ces comités non seulement donc, déjà aux membres, mais aussi aux non-membres. Je pense que oui, c'était comme ça. Aux non-membres, parce que dans un esprit de solidarité, effectivement, la crise a touché tout le monde, la pandémie a touché tout le monde. Et je pense qu'il était intéressant de savoir un petit peu
ce qui se passait dans chacune des entreprises des Français ou des francophones. Et je crois que le format a été apprécié. Nous avions à chaque fois à peu près entre 6 et 8 intervenants. D'ailleurs, vous aviez vous-même été intervenant. Et à chaque fois, entre, on va dire, 20 et même, je crois qu'à un moment, on a eu un pic de 50 personnes qui suivaient ce comité. Tous ces comités ont été après publiés sur YouTube, on peut les retrouver. Et je pense que ça reste intéressant peut-être parfois de les relire, de les écouter à nouveau pour voir comment ça a été difficile ces temps-là et comment chacun a pu, je l'espère, trouver une solution pour sauver son entreprise. Et cet appel à témoins aujourd'hui qui est à la fois distanciel et présentiel, je pense nous apportera encore plus d'informations sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui, parce que Thierry à l'époque avait déjà parlé, et surtout où va-t-on. Voilà, je te passe le micro si tu peux te présenter à nouveau pour ceux qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Thierry Serrin, je suis le fondateur d'une agence qui s'appelle Buzz Factory, que j'ai créée en 2010. Avant de continuer sur moi-même, je dois vous remercier parce que c'est vrai que ce format-là, vous avez mis en place pendant le Covid, je pense qu'il a été bénéfique à beaucoup de personnes parce que je pense qu'on se sent plus très seul. C'était un passage à vide difficile pour tout le monde. Et le fait justement d'avoir cette vision un peu globale de ce qui se passe chez chacun, ça nous a pas donné, on va dire, de l'espoir, mais au moins on s'est senti au sein d'une communauté. Je pense que c'est un des rôles, on va dire, de la CCI, mais aussi c'est un des rôles, on va dire, en tant qu'entrepreneur, on va dire, de s'aider, de s'écouter les uns les autres. Donc ça a été effectivement un super format et on va merci d'avoir mis en place. Donc moi je suis en Russie depuis 2002. Ça fait quand même assez longtemps. Je suis dans la rue depuis 2005. Voilà. Pour vous présenter, c'est présente ton entreprise. D'accord. Donc, alors, j'ai créé une agence qui s'appelle Buzz Factory. Aujourd'hui, Buzz Factory fait un produit un peu spécifique. On gère l'image de marque en ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on travaille avec des grands groupes internationaux pour s'assurer que les gens parlent de façon positive de ces marques en ligne. Ce qui veut dire également gérer par exemple les reviews et aussi les ratings sur différents sites. Par exemple, vous allez sur le site d'Ozone, vous voulez acheter, je ne sais pas, marque de gâteau, et vous allez voir les ratings de tous les gens qui ont acheté ce paquet de gâteaux. Si le rating est mauvais, vous n'allez pas l'acheter. Donc nous, notre travail, c'est de garantir que les ratings sont positifs ou plus positifs que ceux des concurrents. Donc aujourd'hui, on se spécialise sur cette partie de la communication et pour faire ça, on travaille avec des influenceurs. Donc on a une base de 7000 influenceurs avec qui on travaille depuis des années. Voilà. Et parallèlement en fait à ça, donc j'ai profité de la crise, entre parenthèses, du fait justement qu'on a eu plusieurs mois un petit peu à vide, justement pour réfléchir un petit peu notre business model et pour lancer d'autres activités. Donc aujourd'hui, on a lancé deux activités en parallèle. Une, c'est deux produits IT. Un, c'est un outil qui permet justement de monitorer tout le marché et d'aller déterminer automatiquement là où on parle de façon positive et négative, justement pour nous créer des alertes, pour qu'on puisse encore de façon plus réactive aller corriger, on va dire, les éventuellement mauvais ratings des marques. Et de l'autre côté, on a créé une plateforme qui s'appelle Storify qui permet aux marques de gérer en direct la relation avec les influenceurs. Voilà. Donc, on a lancé ces deux produits en parallèle. L'automatisation. L'automatisation, c'est le futur. Donc, on profiter d'avoir un petit peu de temps libre pour faire ça. Je peux vous dire, j'avais préparé des questions, mais en fait, je pense que Thierry est tellement professionnel, il fait régulièrement, je ne sais pas, il faut que bon, tu nous as dit pratiquement une question. Une question importante, c'est est-ce que tu peux parler de ton parcours ici? Donc, tu arrives à 18 ans, c'est ça? Tu as commencé, dans quoi, comment, pourquoi? Alors, pourquoi la Russie au début en 2002? Parce que c'était en 2002, peut-être pas forcément un choix évident. La Russie était quand même. Je pense que tu étais là avant moi. C'était un peu le Far West en 2002 encore. Je suis arrivé ici un peu par hasard. J'ai rencontré une nana russe en France et je suis tombé amoureux de fou. Et je suis
peux faire plein de choses ici et je vais rester. Et je suis resté, voilà. Donc au départ, c'était un petit peu difficile, j'ai galéré. Puis après, j'ai commencé à travailler chez RIA Novosti. Donc RIA Novosti, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent de l'AFP russe. Ensuite, après RIA Novosti, j'ai fait quelques jobs dans des directions vraiment différentes les unes des autres. Et en 2005, on m'a proposé d'intégrer une agence de publicité, qui était dans mon rêve depuis toujours. Et de commercial, je suis passé stratège. Et jusqu'en 2008, j'ai fait une rencontre avec quelqu'un très bien en France, qui est vraiment un des super experts de la pub, et qui m'a dit, mais attends, l'avenir de la publicité, c'est digital. Et ça a fait titre dans ma tête. Je suis revenu en Russie en allant voir justement le patron de mon agence en me disant, mais le futur, c'est digital. Et non, tu n'as rien compris, digital, c'est oui, ça ne marchera jamais. Je suis OK, d'accord. Donc, j'ai donné ma démission. En 2009, je me suis lancé tout seul. Et en 2010, en 2009, j'ai un peu galéré, j'ai fait différentes choses. En 2010, j'ai créé mon agence. Et on porte plutôt pas mal. Donc, ça a été quand même la bonne direction. Combien tu as d'employés aujourd'hui? Aujourd'hui, on a à peu près 35 sur les différentes business units communs. Est-ce qu'on peut dire combien tu en avais avant mars et combien tu en as aujourd'hui? Ouais, on peut. J'en avais une trentaine au début de l'année, mais là on est à 35. On a grossi, pas pendant la crise, on a grossi après la crise. Voilà. Sur les mois d'été, on a grossi et là on est, je ne sais pas ce qui va se passer en futur, mais on commence à avoir des gros appels d'offres. Donc, on a recommencé à grossir à partir de septembre. Dans ton secteur d'activité, tu sens que maintenant ça va mieux? Il y a 6 mois, il y a un changement pour toi palpable, visible? Alors, dans mon activité, donc, encore une fois, moi je suis en train de la publicité. La publicité, c'est quelque chose de très vaste. Il y a beaucoup de choses dans la publicité. J'ai beaucoup d'amis dans différents secteurs différents. Donc, l'événementiel, c'est mort. Voilà. J'ai plusieurs amis qui avaient des boîtes d'événementiel, donc eux, ils sont il y a un certain nombre de boîtes qui ont essayé de pivoter, donc de changer leur business model en proposant des services un petit peu différents, donc cela arrive plus ou moins à survivre. Ceux qui s'occupent du média outdoor, c'est-à-dire de publicité banner, il galèrent vraiment. La publicité dans les journaux, il galère vraiment. La publicité radio, il galère énormément. La publicité télé, il galère pas trop parce que c'est des processus d'achat qui sont très longs. Par exemple, L'Oréal, Nestlé achètent la publicité sur les 3 années à venir. Donc, en fait, ils fixent aujourd'hui le prix sur les 3 années à venir. Donc, on va dire que la publicité télé se porte bien parce qu'ils ont une traction qui est beaucoup plus longue. Sinon, le digital est survécu à la crise pour une raison simple, c'est-à-dire que compte tenu des mois difficiles, donc mars, avril, mai, le budget a été coupé et ils ont été redémarrés assez rapidement. On va dire que c'est un peu le plus du digital, c'est que tu coupes facilement, mais tu redémarres aussi rapidement. Voilà. Et donc, du coup, dans le digital, il y a peu d'agences qui ont coulé. Évidemment, les chiffres d'affaires vont être moins importants que l'année dernière, mais il y a peu d'agences qui ont. Qu'est-ce que les influenceurs racontaient à force de rester à la maison? Vous avez encore des hôtels? Alors, c'est une très bonne question. C'est une bonne question. Je n'ai pas suivi, sur ça, je te demande. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est une des grandes capacités, on va dire, des Russes, c'est d'arriver à avoir ce pivot mental rapide. C'est-à-dire, s'il y a une crise, il faut s'adapter. Voilà. On ne va pas attendre 107 ans que les choses s'améliorent, parce que les choses ne vont pas forcément s'améliorer. Je pense qu'il y a eu assez de crises, on va dire, en Russie ces dernières années. Les gens ont cet exercice mental de dire, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, il y a beaucoup de blogueurs, par exemple, qui voyageaient beaucoup. Il y a une catégorie de blogueurs qui s'appelle travel blogger. Le travel blogger, il est mort. Il est mort. Et ces gens-là, qui avaient quand même, on va dire, des centaines de milliers, voire des millions de followers, ont bien dû trouver une nouvelle sauce pour publier du contenu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces blogueurs-là ont réussi, on va dire, à faire ce pivot en allant dans des directions nouvelles. Donc, il y a beaucoup de travel blogueurs qui se sont mis à faire la cuisine. Il y a beaucoup de travel blogueurs qui se sont mis au yoga. Ensuite, les nouveaux formats. Avant, on faisait des posts photos. Donc, qu'est-ce que c'est? Juste pour que vous compreniez ce que ça veut dire un blogueur qui fait une photo. Ça prend à peu près 8 heures de travail.
C'est-à-dire qu'il faut aller au bon endroit, avec la bonne lumière, il faut faire la bonne photo, ensuite il faut l'éditer. Nous, on avait organisé des voyages avec des blogueurs, donc un blogueur, mais 8 heures pour travailler, pour faire une photo bien. Voilà, donc ça a l'air facile, ça a l'air genre pris comme ça, c'est pas du tout comme ça que ça marche. J'en ai vu un, si je peux me permettre, j'en ai vu un qui, on peut regarder, qui avait un fond d'écran sur la plage, je ne sais pas, un fond d'écran d'une magnifique vue, il s'était mis derrière sa machine à laver, via le hublot, descendant d'être dans l'avion, un truc comme ça, c'est pas mal. J'ai cru. C'est créatif. C'est créatif. Ce qui s'est passé d'intéressant pour nous, c'est qu'en fait, le format a changé. Du format photo avait traditionnellement, on est passé au format live vidéo. Vous avez sûrement vu sur Facebook et sur Instagram. Donc, et c'est devenu une grosse tendance de fond, en fait. Donc, un format qui n'existait presque pas, qui était très peu utilisé il y a encore un an. Aujourd'hui, les blogueurs se sont mis à faire des lives pendant des heures, ils parlent de tout ce qui leur passe par la tête. Et en fait, il y a une chose qu'on a regardé pendant la pandémie, justement, et qu'on a commencé à faire, c'est qu'en Chine, le live est utilisé pour faire de la vente, un peu comme le téléshopping. Et donc, il y a énormément de blogueurs qui sont bien faire du téléshopping sur leur compte. Vous savez qu'avant, on va dire, je faisais un placement, si j'avais le téléphone ici, je parlais de quelque chose et au fait, j'ai un bon téléphone. Là, en fait, le format télé-shopping en live stream, c'est pendant une demi-heure, j'ai un téléphone hyper génial, et c'est eux qui vendent. C'est eux qui vendent. C'est eux qui vendent directement. Et donc, en fait, on s'est rentré dans ce filon-là. Donc, on en a fait à peu près une cinquantaine de lives. C'est pas si facile que ça à faire, mais c'est le futur, en fait, de l'e-commerce. Pourquoi? Parce que l'e-commerce traditionnel, c'est quelque chose de très binaire. Je vais sur un site, j'ai une photo, j'ai un prix. Voilà. Après, j'ai un descriptif de tous les produits. Pourquoi le live est devenu, on va dire, le nouvel e-commerce en Chine? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent mal, en fait, ça ne veut pas lire, ils ont envie de dire. Ils ne lisent pas les descriptifs des produits. Et en fait, le blogueur, ce qu'il fait, c'est en fait, il prend le produit, il le montre sous tous les angles, et en fait, il lit le descriptif. Et en fait, pour plein de gens, on rajoute une dimension, on va dire, émotionnelle à l'e-commerce. Et c'est pour ça que je pense vraiment que le futur de l'e-commerce va passer par ce nouveau format avec les influenceurs. Et donc la vente par la vidéo. Par la vidéo. C'est intéressant, ça rejoint un peu une des questions qu'on avait après, évidemment, comment tu vois, quels sont les objectifs de ton entreprise dans les prochains mois, qui commence pas, c'est pas toujours un truc. Est-ce que la Russie, tu parles de la Chine, la Russie va suivre? Qu'est-ce que tu vois sur les 6 prochains mois ou un an qui vient? Et par rapport peut-être au digital en Russie et par rapport à toi, ton entreprise, l'évolution? Alors, honnêtement, j'ai zéro visibilité sur ce qui va se passer sur les 6 prochains mois, hein, comme tout le monde. Est-ce qu'on va avoir un nouveau confinement? Est-ce qu'il ne va pas l'avoir? Qu'est-ce qui va se passer? Je sais, donc je vois plutôt à un an et demi, on va dire plus long terme que 6 mois. Le digital, de toute façon, continuera à grappiller du terrain sur tout. On l'a vu pendant la pandémie, l'e-commerce qui était à peu près à 10% du commerce global est monté jusqu'à peu près 20%, 18%, quelque chose comme ça. Donc, vraiment, l'e-commerce est devenu presque la norme et va continuer à devenir la norme. Encore une fois, on parlait, du Yandex Lavka. Yandex Lavka qui te livre en 10 minutes. Il n'y a pas un pays au monde où on arrive à voir ça. Même Amazon qui a sorti sur Amazon Prime qui est capable de livrer en 1 heure. Quand tu te fais livrer en 10 minutes, alors Moscou. Au contraire, tu vas le faire. Mais c'est le début. Et puis une fois que tu t'es fait livrer en 10 minutes, tu n'attends plus une demi-heure. Tu n'attends plus une demi-heure. Tu n'as pas envie d'attendre une demi-heure. D'ailleurs, c'est pareil, comme Yandex Leda, tu te fais livrer. Non, il faut attendre 40 minutes, je n'attends pas 40 minutes. Tu vois, j'ai besoin de mon lait, j'ai besoin de mon pain, j'ai besoin de mon papier toilette maintenant, je me fais commander, et voilà. Donc, il y a des nouveaux automatismes qui viennent, et au final, on va dire, il y a une nouvelle économie, il y a l'économie de demain. J'ai parlé avec beaucoup de gens, et il y a beaucoup de gens qui continuent à penser qu'on va revenir au monde d'avant. Non, on ne reviendra pas au monde d'avant, on ira au monde de demain, on ira plus vite, on va dire, dans la transition digitale. Donc, il y aura plus de services comme ça qui seront en ligne, ça deviendra plus des automatismes. Et aujourd'hui, commander du pain sur Yandex Lavka, c'est encore plus évident qu'aller au magasin à côté pour aller le chercher. C'est logique. Donc il y a plein de choses comme ça qui vont changer. Donc le digital va devenir encore plus important. L'automatisation va devenir beaucoup plus importante. Beaucoup d'entreprises s'en sont rendues compte. On s'est rendu compte d'une chose
banal, mais extrêmement important pendant la crise, c'est on n'a pas besoin de bureau. Les gens travaillent très bien de chez eux. Alors attention, il y a des modalités. Quand on a des enfants et que tu as des dans un petit appartement, tu galères. Les parents Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne. Je vois, nous, nos clients, ils ont mis leur personnel en home office jusqu'à décembre pour certains. Google, je parlais avec un mec de Google il y a pas longtemps, ils sont en home office jusqu'en juin l'année prochaine. Donc, et aujourd'hui, on se rend compte que tu travailles peut-être pas plus mal en home office. Et il y a plein de gens que je connais qui sont mis à louer des dachas à 200 km de Moscou et qui travaillent très bien de dacha à 200 km de Moscou. Et au final, ça se passe. On va faire un sondage à tous ceux qui nous regardent. Est-ce que vous êtes à la dacha? Ou au bureau. Donc, il y a des nouveaux outils qui nous permettent de travailler à distance. Il y a aujourd'hui, on passe de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux. La consommation d'Internet digital sur le mobile est passée de 3h30 en moyenne à 5 heures. 5 heures, c'est énorme. Et sur ces 5 par jour, en moyenne. Et sur ces 5 heures, on va passer peut-être 3 heures sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, c'est l'Internet dans l'Internet. Donc ce qui se passe dans les réseaux sociaux, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut suivre. Et l'e-commerce dans le réseau social, Facebook aujourd'hui est en train de lancer des applications e-commerce dans Facebook. Ils ont bien compris que c'est le futur. Le futur Amazon, c'est Facebook. Exactement. Donc, cette tendance de fond va continuer à se développer. Donc, on va dire dans mon activité, ça m'arrange, puisque c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc, est-ce que ça va continuer à se développer dans la bonne direction? Je pense que oui. Aujourd'hui, encore une fois, sur tout ce qui se fait dans la publicité, il y a des secteurs qui sont morts et je ne les vois pas redémarrer. Et il y a des secteurs qui ont un peu le vent en poupe, alors plus ou moins parce que les clients aujourd'hui sont quand même un petit peu font attention. Si demain on a un nouvel confinement, ils vont couper les vannes du jour au lendemain. Mais je pense que cette activité-là va continuer à progresser. Ça, c'est une chose. Donc, j'étais assez pessimiste il y a 3 mois. Voilà, si tu m'avais posé cette question en juillet, je n'aurais peut-être pas forcément répondu de façon optimiste. Mais là, à partir de septembre, ça a redémarré fort. Et donc, je suis redevenu optimiste, on va dire, par rapport à l'évolution, on va dire, dans 6 mois, dans 1 an. Mais moi, la chose qui me fait peur aujourd'hui, c'est qu'on arrive à un monde digital dans lequel tu as quelques gros players qui ont 90%, on va dire, du gâteau. Et puis toi, tu vas te battre pour aller récupérer des miettes. Comment tu veux aller aujourd'hui, en Russie, concurrencer les Yandex, les Sberbank? Les Sberbank, ils sont en train de rentrer là-dedans à coup de milliards. Ils ont récupéré tous les meilleurs IT sur le marché. Et voilà, aujourd'hui, aux États-Unis, tu as Google de Facebook. Ici, tu as Yandex. Bien sûr, tu as Facebook de Google, mais tu as Yandex de Sberbank. Donc, toi, tu vas te battre à côté de Yandex et Sberbank pour les villes qui restent. On croit en toi. On est d'accord. Oui, chérie, comme ça. Tu es bien obligé de faire quelque chose, tu vois. C'est quoi notre futur à 10 ans? Aujourd'hui, la vraie question que je me pose, c'est quel est notre futur à 5 ans, à 10 ans? Parce que, encore une fois, sur une carrière qui dure, je sais pas, 45, 50 ans, une carrière aujourd'hui, 45 ans, voilà, tu as encore 20 ou 30 années de travail devant toi. Qu'est-ce qui va se passer même pas dans les 30 ans, dans les 5 ans? Qu'est-ce qui va se passer en 5 ans? Tu vois? On va arriver à un scénario, alors je ne sais pas mais on est en train d'arriver à un scénario 1984 où tu es contrôlé à 100% et traqué dans tout. On en parlait tout à l'heure avant le début de cette session, mais ton téléphone t'enregistre en permanence. Donc, quand tu parles, tu dis j'ai besoin, j'ai un chat, il faut que j'achète mon chat. Dans 2 heures, tu vas avoir de la publicité pour la nourriture de ton chat. Pourquoi ça marche comme ça? Parce que le téléphone enregistre des informations, ces données sont traitées par Apple et sont vendues à Facebook et à Google. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Tu veux dire que Yandex ne nous écoute pas? Ah oui, Yandex, ils ont tous écouté les uns les autres. Donc, de toute façon, voilà. Donc, demain, tu vas arriver à un système d'e-commerce où ces marques-là vont être capables d'envoyer des produits avant même que tu comprennes que tu en as besoin. Tu vois? Si par exemple tu es sorti de tes toilettes en te disant chérie, tu sais quoi le papier de toilette, demain, avant même que tu dises ça, ton papier de toilette, on te sonnera à ta porte, on va dire tiens, on allait avoir besoin dans 5 minutes.
J'exagère. Non, mais c'est ce J'aime bien que se passe déjà maintenant, parce que si vous achetez sur Ozone papier de toilette, par exemple, dans un mois, vous recevez un message, vous n'avez plus de papier de toilette. Exactement. Il faut recommander. Exactement. C'est pas devant la porte, mais il y pense. Voilà, c'est ce que fait Amazon. Hein. C'est ce que fait Amazon. Amazon essaie d'avoir le maximum d'informations pour être capable, on va dire, de gérer, on va dire, le besoin en amont avant même. Heureusement qu'il est bienveillant. Bien sûr. On n'a pas sans souci. Tu saurais quand même, je le dirais quand même. Donc voilà, donc un futur plutôt positif. Et pour nous, on a pivoté beaucoup en fait pendant la pandémie. Comme tout le monde, on s'est remis en cause. En tant qu'entrepreneur, on est obligé de se remettre en cause tout le temps. C'est bien, c'est bien. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait un produit qui était purement influenceur marketing. Donc, on vendait juste des influenceurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui sont venues faire de l'influenceur marketing et le faire propre. Donc, on va dire le service qu'on arrivait à vendre il y a 2-3 ans, aujourd'hui, on ne vend plus parce que les marques font ça d'elles-mêmes. Donc, on a pivoté et aujourd'hui, on utilise les influenceurs pour gérer, pour créer, on va dire, de l'image de marque et gérer l'image de marque. Et pour l'instant, on a créé une sorte de nouvelle niche. Et il n'y a pas beaucoup de gens sur cette niche, donc on prend des parts de marché sur cette niche, jusqu'à ce que dans le futur, j'espère, Yandex vienne sonner un rapport en disant qu'on achète pour 200 millions de dollars. Voilà, c'était la question que je voulais demander. Après, c'est de faire acheter. J'attends, je suis à côté de la porte. Donc 200 millions, on peut l'annoncer aujourd'hui, c'est avant. 200 millions, c'était Merci Thierry. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que online, vous avez d'autres questions? Jean-Paul? Alors, si j'ai bien compris, Parle dans le micro, comme ça, tous les téléspectateurs t'entendront. Si j'ai bien compris, donc, le futur de la vente, c'est la vidéo. Les Chinois sont déjà en train de faire cela, mais en ce moment, ici ou en Europe, ce n'est pas encore tout à fait le cas, c'est ça? C'est exactement ça en fait. Les Chinois sont extrêmement digitalisés. Je dirais même qu'ils sont plus digitalisés que les Européens. J'étais en Chine il y a 1 an et demi, un truc absolument incroyable. C'est que si on va sur un petit marché local, il y a une petite grand-mère qui vend, je sais pas, des petites babioles, tu peux la payer par WeChat. Et ils prennent tous WeChat. Ça c'est hallucinant. Ils sont tous passés à la vidéo. Donc j'ai regardé beaucoup de cas en fait chinois. Donc le géant, hein, on ne va pas se mentir, c'est Alibaba. Qui a 90% du marché de la vidéo du live stream shopping. Mais il y a beaucoup de gens qui sont venus au live stream shopping. Il y a des cas, c'est des personnes âgées dans les régions qui ont utilisé le live stream shopping pour vendre des patates, pour vendre des carottes. Donc, j'ai vu un reportage, donc une grand-mère, elle avait, je ne sais pas, 80 ans, elle est là, elle a un tas de patates à côté d'elle, et elle parle, et les gens lui posent des questions, elle dit, mais cette patata, elle est bien, voilà. Et en fait, les gens choisissent ce qu'ils veulent, et en fait, elle montre, donc voilà, est-ce que tu veux celle-là? Ok, je te les envoie. Et en fait, si moi je veux acheter par exemple des tomates, si j'ai la capacité pas seulement d'appeler Yandex Marca, mais parler avec un mec et lui dire non, mais donne-moi les bonnes tomates, donc voilà, j'ai celle-là, je l'ai choisie, ça me prend 3 minutes, et il m'envoie les tomates que je veux. Je ne suis pas le faire. Je pense que c'est le futur de l'e-commerce. Encore une fois, il nous manque cette dimension émotionnelle. Aujourd'hui, l'e-commerce, c'est quoi? C'est de l'ultra-rationalisation. On va dire, je veux acheter un téléphone, il a 1 euro moins cher sur un site, j'achète un euro moins cher. Dans ma vie, 1 euro, ça ne change pas ma vie. Mais c'est ultra-rationnel. Si j'arrive à rajouter une dimension émotionnelle, voilà, créer une connexion, encore une fois, on est des animaux sociaux, on a besoin de ce contact humain. Je pense que ça marche. Et en Chine, ça cartonne. Ça cartonne. Il y a quelques superstars de live stream shopping. C'est des gens qui arrivent à faire 15 millions de dollars de vente sur un live. C'est hallucinant. Il y avait justement la super vendeuse qui s'appelle Liga, qui est suivie par à peu près entre 8 et 10 millions de personnes tous les jours pour ses lives. Elle a fait un partenariat avec Kim Kardashian pour vendre ses parfums. Elle avait 15 000 parfums Kim Kardashian. Alors, je ne connaissais pas les parfums Kim Kardashian, mais il paraît qu'ils sont extrêmement demandés partout dans le monde. Voilà, il n'y en a pas beaucoup et donc les gens se les arrachent. Elle a vendu 15 000 parfums en 2 minutes. 2 minutes.
Donc voilà, enfin, je veux dire, quand on arrive à voir ça, oui, c'est le futur. Et on a un stream là, qui est en train de vendre la société à 200 millions. Voilà. Combien on a? Je regarde le chat, on va voir. On va faire des enchères. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va passer à notre. En tout cas, merci, c'était très intéressant. Bon courage pour la suite. Nous avons si on laisse. Si oui. Alors, le suivant, Adlan. Adlan, le directeur général de Ipsen en Russie. Tu nous avais fait, bonjour Adlan, il nous avait fait un super témoignage très amusant il y a quelques mois. Qui nous avait un petit peu parlé justement de la manière dont les Russes ont changé leur manière de vivre selon les ventes de tes médicaments. Peut-être tu nous fais un petit rappel, d'abord tu te présentes. Ok. Merci, bonjour tout le monde. Et félicitations pour les élections. Je suis impressionné des élections propres, transparentes. Vraiment, standard international, j'ai beaucoup à apprendre de vous. Bravo, félicitations. Donc, Adlan, je travaille, je suis DG pour le laboratoire Ipsen depuis 2 ans aussi. Ça fait 15 ans que je travaille pour le groupe. J'étais en charge de l'Amérique latine, ensuite l'Algérie et maintenant la Russie. En général, en fait, à chaque fois que il y a des postes vacants où personne ne veut postuler en interne, beaucoup m'envoient, mais je veux dire ça. Ça me plaît. De tout ça, c'est un laboratoire pharmaceutique de taille moyenne. On a 90 ans d'existence. On est présent dans 3 business, l'oncologie, la médecine esthétique et la santé familiale. La santé familiale, c'est des produits comme Symacta, voilà, que tout le monde connaît. On est présent aussi depuis 20 ans. Combien, un chiffre intéressant, je pense, combien de personnel, combien d'employés tu avais? On va commencer par mars. D'accord. Je vais commencer avant mars, quand je suis arrivé en 2018, on avait 350 employés. Et de quand je suis arrivé, j'avais constaté un phénomène, alors je ne sais pas si c'est commun dans la société russe, ce que j'ai appelé la Matryoshka Organization. Donc j'avais un patron, le patron du patron, le patron du patron, et en fait j'avais plus de généraux que d'études sur le terrain. Donc en fait, le premier travail que j'avais fait, c'était vraiment de revoir l'organisation pour revoir les organisations. Avec moins de couches, j'ai supprimé 4 couches hiérarchiques dans l'organisation et j'ai réduit l'effectif. On est passé de 350 personnes à 280. Mon objectif était vraiment d'avoir une organisation plus agile, plus flexible. Et finalement, ça m'a servi. Je n'avais pas anticipé le Covid, mais ça m'a servi. Au début mars, on était sur 280. Là, aujourd'hui, sur certains business, j'ai rajouté même des effectifs. L'objectif était vraiment d'investir. Et donc, sur certains business, j'ai rajouté 50% de ventes en plus. Donc, j'ai rajouté pratiquement 40 personnes. Pendant la crise. Après, au mois de juin. Au mois de juin, j'ai recruté 40 personnes. Donc, il y a eu un gel, on va dire, de mars à juin. Exactement. Tout à fait. Donc, de mars à juin, l'objectif, c'était de protéger les employés. Donc, j'ai fait aucun licenciement, protéger les salariés des employés. Donc, c'était déjà mon objectif. On a aussi travaillé sur les primes des délégués médicaux. On a dit le deuxième trimestre, on ne le prend pas en compte dans le primes, sur les gardes motivés engagés. Et à partir du mois de juin, on a décidé de mettre le gaz sur certains business. Et on a rajouté des délégués commerciaux essentiellement sur la médecine esthétique et sur le business hospitalier. Tu parlais des changements de comportement des Russes suite à la situation de confinement de la maladie. Oui, en fait, parce que comme on est dans la gastroentérologie, Yann adore cet exemple-là. Il est très intéressant. En fait, il y a plusieurs phénomènes qui sont intéressants. La première chose, c'est qu'on a ce qu'on appelle dans le monde entier, le marché de la diarrhée a baissé de 30%. Parce qu'en fait, on va au restaurant, on se lave les mains. On sait laver, ça. Rien que ces 2 éléments conjugués fait qu'on sort moins, qui fait que le marché de la diarrhée, et ce n'est pas uniquement en Russie, mais dans le monde entier, a baissé de 30%. À l'opposé, le marché de la constipation,
On est encore dans le palier de notion tout à l'heure. Moi, la constipation est en croissance à 2 chiffres. En Russie, il y a plus 12. Et c'est pareil dans la plupart des pays. Ce qu'on a constaté, c'est parce qu'on est plus sédentaire, l'alimentation a changé, on bouge moins, et du coup, le stress aussi. Donc, tes ventes de Smecta en chute. Et il faut un accent phrase. Ça a fait bien. Ça équilibre. Alors, l'autre chose, par contre, qui est un peu préoccupant, c'est ce qu'on a constaté, c'est tout ce qui est lié à la prévention. Donc, on a des produits dans le diagnostic du cancer colorectal, par exemple. Et là, il y a carrément beaucoup moins. Et également, c'est le monde entier, pas uniquement aussi, beaucoup moins de procédures de coloscopie. Ce qui permet de diagnostiquer le cancer colorectal plus tôt. Ce qui nous inquiète, c'est que plus tard, on va diagnostiquer les patients beaucoup plus tard, à des cas plus critiques. Et donc, je ne sais pas, plus de monde, il va arriver à des sessions, à des cancers plus avancés. Et après, dans ça, la clé, c'est la prévention et le diagnostic. Exactement. Donc c'est ça qu'on a constaté, et vraiment, c'est quelque chose qu'on constate un peu partout. L'autre point aussi qui est préoccupant, c'est dans le traitement de sclérose médicale, par exemple, spasticité après AVC, la paralysie après les AVC, les traitements aujourd'hui qui ne sont pas administrés aux patients parce que les hôpitaux concentrent tous leurs efforts sur la lutte contre le Covid et on considère ces pathologies-là comme moins urgentes. Et donc, on laisse les pauvres patients, en fait, on a une baisse de ce marché de 10%, parce que ce n'est pas prioritaire, malheureusement, sur ce segment. Est-ce que tous ces chiffres que tu nous parles, est-ce que tu parles de scène mondiale ou est-ce que c'est Russie ou En fait, on voit vraiment à peu près pareil. C'est notre chance, c'est de bon terme, mais les phénomènes, les vagues Covid arrivent plus tard en Russie. Donc en fait, on apprend beaucoup de ce qui s'est fait en Chine et en Europe. On essaie d'anticiper. Et qu'on réalise nos investissements en fonction de ce qui se passe en Chine et en Europe, parce qu'on sait que ça va arriver 6 à 8 semaines. On a vraiment une tendance similaire à l'autre. Et l'autre point, par contre, sur l'oncologie, ça aussi, c'est une activité assez résiliente où les États priorisent ce domaine-là. Donc, en général, ils constituent des stocks stratégiques pour éviter tout sur le stock. Donc là, on a vu que des marchés ont une forte croissance au début de l'année justement pour pouvoir administrer des traitements aux patients concernés. Et du coup, est-ce que c'est les 6 prochains mois pour toi, entreprise, les 6 prochains mois, les 12 prochains mois, c'est quoi l'objectif, c'est quoi la vision, tu vois, est-ce que vous avez créé une sorte de nouveau business unit qui soit plus lié au Covid aussi? Non, alors pas vraiment. Nous, au niveau global, le CEO, il a introduit un nouveau concept qui s'appelle la frugalité. Donc, ce qu'il considère, c'est que la frugalité, c'est qu'on ne dépense rien. Que l'année prochaine, ça va être une année Covid encore, et donc beaucoup d'incertitudes qui vont arriver devant nous. Et donc, on fait très attention dans la manière dont on gère nos investissements. Et donc, on est tous amenés à concentrer nos investissements sur les principaux drivers de la croissance et le reste, on s'active, ce qui n'est pas essentiel, stratégique, etc. On est vraiment dans un mode de gestion optimale de nos dépenses, de nos OPEX, parce qu'on considère vraiment jusqu'à la fin de l'année prochaine, on va être encore dans une période d'incertitude, différentes vagues, etc. Tu penses que ça va s'appliquer aussi à des pays comme la Russie, par exemple, pour prétendre vacciner plus tôt ou plutôt en Oui, nous on part sur une hypothèse, année Covid l'année prochaine. Oui, c'est justement pour ça qu'on est là, parce qu'on vous annonce aussi pas que les bonnes nouvelles. Voilà, mais en tout cas, c'est l'hypothèse qu'on a prise et notre CEO, c'était le patron de Saint Pasteur qui connaît bien le domaine des vaccins et considère qu'on n'a pas de vaccin de sitôt, ça va prendre du temps et après la mise en place va prendre du temps aussi. Donc, il faut qu'on soit extrêmement vigilant dans la manière dont on dépense et on investit. Et donc là-dessus, on est vraiment sur un mode protection des OPEX. Est-ce que tu es passé aussi un peu plus à l'e-commerce? Est-ce que tu oui, du 10 à 10? Alors en fait, il y a une nouvelle réglementation en Russie, ça c'était l'effet Covid. En fait, les autorités russes ont permis la mise en place du e-commerce en juin, je crois, pour éviter que les patients aillent dans les rues et se déplacent et se masquer directement. Donc ça a été
ça a été mis en place. Pour l'instant, le e-commerce est vraiment en forte croissance. Il est, par rapport à l'année dernière, je crois qu'il y a 100% de croissance, mais ça reste une partie petite de l'industrie pharmaceutique, du marché pharmaceutique. Je ne sais même pas si c'était 2% du marché total. Donc, nous, on regarde, on essaie de comprendre comment ça se passe pour ne pas être complètement en décrochage par rapport à ce phénomène, mais on ne pense pas que ça va être un grand driver de notre croissance sur la précision. Je pense que ça peut être lié au problème des confrontations aussi. Non, c'est juste, c'est lié vraiment, le médicament c'est quand même assez particulier, donc on a besoin d'aller pharmacien pour qu'il nous explique donc je pense que c'est plus lié aux études du consommateur, c'est quelque chose qui est nouveau. Acheter son médicament ou certains médicaments en ligne, ça va prendre du temps. Mais des gens plus vieux, peut-être moins digitaux aussi. Tout à fait, exactement. Alors, il y a quelque chose qu'on a vu, alors ça, je peux partager avec toi ce qui s'est passé en Europe, la télémédecine. La télémédecine, pendant les lockdowns, là, on avait Doctolib Doctolib. L'utilisation de comment ça y après ça. Je te teste. L'utilisation de Doctolib a explosé et donc 30% des consultations étaient faites en ligne. Et c'est pour ça que tu parlais de phénomènes qui allaient s'inscrire dans le temps. On pensait vraiment que ça allait s'établir à un niveau très élevé. Et en fait, par la suite, ça a complètement baissé. Et là, c'est à son niveau historique, c'est 5% des consultations totales. Donc, on était assez surpris de voir qu'en fait, pendant la première vague, il y a une hausse des consultations en ligne à 30% des consultations. Par la suite, ça a rebaissé à 5%. Pour en venir aussi, je sais que Yandex a sorti aussi la possibilité d'avoir des médecins en ligne, dans des services digitaux. Bon, très bien. Oui, est-ce qu'il y a des questions Oui, alors moi, ce que. Non, on n'est pas avant, mais est-ce que. Ce que je voulais rajouter, c'est comment on a vraiment géré notre équipe pendant cette période-là. On a vraiment, comme j'ai dit, on a surcommuniqué. Pendant la période de quarantaine, moi-même, je faisais une communication une fois par semaine avec tout le staff pour expliquer la situation, mais aussi pour dire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Et vraiment, l'objectif qu'on a pris, c'était de dire, on est transparent au maximum avec les employés, on leur dit ce qu'on maîtrise, ce qu'on ne maîtrise pas, comment on voit les choses, qu'est-ce qui peut évoluer, etc. Donc, il y avait cet exercice de communication. C'est la première chose. Le deuxième point, c'était de rassurer les collaborateurs, et notre engagement, c'était vraiment de maintenir et les salaires et les postes pendant la période de quarantaine. Et le troisième volet, c'était vraiment comment travailler sur la motivation des collaborateurs, comment les maintenir engagés pendant cette période-là, mais aussi comment repartir dès que la quarantaine est terminée, comment repartir sur le terrain de manière assez intense, d'être sur des objectifs, on se met à la formation, on les accompagnons. Moi-même, j'étais sur le terrain en permanence, même là, je vais avec les équipes sur le terrain pour déterminer à côté de vous, on vous soutient, c'est des choses vraiment qui sont essentielles pour nous et du coup, qui nous a permis vraiment la Russie, sur la partie santé familiale, c'est le pays qui performe le plus au sein du groupe. Donc, on a une très belle performance. Sur l'oncologie, on fait une croissance de 80%. Je pense vraiment que c'est grâce à l'engagement des équipes, le travail qui est fait par l'équipe au quotidien, qui n'est pas évident, parce que faire toute la journée et avoir cette crainte d'être condamné, pas condamné. Voilà, donc, du coup, vraiment, c'est de pouvoir témoigner le support aux équipes, mais aussi leur donner des outils de réussir. Pour moi, c'est essentiel. Très bien. Bravo, en tout cas. Il y a des questions. Oui. Oui, je me demandais si dans votre secteur d'activité, puisqu'on a entendu, vous pensiez faire du live stream parce que vous vendez plutôt peut-être à des grossistes, des pharmacies ou des hôpitaux. Que pensez-vous du live stream dans votre domaine d'activité? 200 000 €. Non, en fait, on a une industrie très réglementée, donc la live stream, c'est quelque chose qui n'est pas applicable dans notre domaine. Pas du tout. En fait, on est plutôt sur des normes, des nouvelles normes qui se mettent en place, comme la sérialisation, le track and trace, qui se met en place. C'est le code barre sur chaque boîte pour pouvoir tracer chaque boîte, etc.
Ça a été, c'est entré en vigueur en juillet dans l'industrie pharmaceutique et je vous avoue que ça rajoute, c'est un peu comme dans le vin, là où ça a été de code barre, je sais pas beaucoup le vin et le code barre, c'est la même chose maintenant dans le médicament et ça rajoute beaucoup de complexité pour nous dans cette période-là. Et donc effectivement, les ventes en ligne, etc., sont extrêmement limitées et c'est pas quelque chose. Au jour d'aujourd'hui, je pense pas qu'il y a à court terme une part importante des ventes en ligne. Est-ce que Internet nous envoie des questions par hasard sur le Zoom? Peut-être nos ordinateurs qui éclairent. Pas de questions pour l'instant. Pas de questions. Pas de questions Sur dans la Facebook. salle. Écoute, on va te remercier. Merci beaucoup. Passionnant, en tout cas. Bravo. On va se poser des questions. J'ai plein de questions à poser. Alors, le troisième intervenant, Alexandre, Oui. il est dans le recrutement. Je ne vais peut-être pas te poser Non. une question, je pense que je te couperai la parole si c'est pas clair. D'accord. Je te laisse parler. Rapidement, je ne vais pas me présenter, mais juste, moi, ça fait 12 ans que je suis en Russie. Pour un tas de raisons, j'ai commencé, je travaillais un peu en recrutement avant d'arriver en Russie, en France, pour un groupe italien, et puis j'avais une velléité, une volonté, un tropisme, je voulais travailler dans le recrutement. Donc voilà, j'ai commencé à travailler pour un gros cabinet français à Moscou en arrivant. En 2012, j'ai créé mon entreprise, Katsal. Qu'est-ce qu'on fait principalement jusqu'à l'année dernière, on faisait principalement du recrutement pour les groupes étrangers, donc on a des clients principalement français, mais pas seulement canadiens, marocains, indonésiens, des sociétés qui sont étrangères, qui ont soit une présence en Russie, qui veulent grossir les équipes, soit qui n'ont pas de présence en Russie, elles arrivent sur le marché et elles cherchent un premier employé. Voilà. Donc ça, c'était un peu l'activité principale, avec en toile de fond une tendance lourde qui est que globalement, j'en ai déjà parlé ici, mais la tendance lourde, c'est quand même de russifier et de désexpatiser, je crois que tout le monde en est bien conscient. Il y a quelques entreprises qui gardent des DG, des opérationnels, des decision makers étrangers, mais globalement, ça a très, très fortement russifié, notamment au sein des groupes français. Je pense que c'est une tendance de fond qui ne s'inversera plus. Voilà, donc pour des raisons économiques, parce qu'il y a un niveau de maturité du marché, de certaines nouvelles activités, parce que le cours du rouble n'est pas propice à l'embauche d'étrangers, et que voilà, donc il y a une constante depuis 2008 et que le rouble baisse. Voilà, donc ça, c'est la tendance lourde. L'année dernière, on a lancé une autre activité, c'est un training de recrutement. C'est-à-dire qu'on a commencé, malheureusement le Covid est bien d'arrêt, on va lancer au même moment, mais l'idée c'est de transférer des pratiques de recrutement des agences qui sont censées être un petit peu plus compétentes et efficaces que des départements RH, où généralement les RH sont des administratifs et pas vraiment des opérationnels de recrutement. Donc l'idée c'est de transférer des pratiques d'agences étrangères au sein des entreprises russes. Là c'est une petite disruption. Mais malheureusement, la crise du Covid a mis un coup d'arrêt à ce projet, puisque de toute façon, dès le 1er avril, le recrutement en Russie s'est arrêté. Globalement, pas à 100%, mais le recrutement était une activité extrêmement impactée, c'est logique. Dès qu'il y a une incertitude, on commence par recruter du staff, on s'inquiète à pouvoir garder ce qu'on a, et on pense plutôt à se séparer des équipes parce qu'il faut économiser de ce côté. Donc, ce qu'on a vu globalement et en Russie, pour donner les images, c'est que le Covid a eu un effet assez difficile sur le recrutement. Il a arrêté les processus de recrutement de beaucoup d'entreprises pour des raisons économiques et il a eu un effet paradoxalement positif et accélérateur. Quelque chose qui est en train de se révéler, c'est que beaucoup d'entreprises de toute taille ne se projetaient pas capables d'embaucher des gens sans les rencontrer. On a toujours des entreprises qui font confiance à des agences ou des recruteurs de bonne qualité pour recruter des gens dans d'autres villes, mais elles se reposent sur l'agence. Mais malgré tout, il y a toujours un moment où globalement l'opérationnel va voir le nouvel employé, va le valider, ou alors tout de suite dès l'embauche, le rencontre. Et là, la fermeture des frontières a mis en place une nouvelle logique, c'est que c'est plus possible. Donc, ce qu'on a vu, c'est de avril, mai, allez, juin, tout était quasiment à l'arrêt. Et là, on fait face à une situation plutôt positive pour le dernier trimestre de l'année chez Katsal. On a signé là, des gros projets avec des entreprises françaises qui ne sont pas présentes sur le marché russe, qui viennent maintenant sur le marché russe, c'est assez incroyable, qui ont confiance dans la dynamique à longue durée du marché russe
et qui surtout, ça c'est nouveau, se préparent à faire un processus de recrutement 100% à distance, en ne sachant pas du tout quand est-ce qu'on va pouvoir voir leur employé. Donc ça, c'est une nouvelle agilité. Je te coupe juste, est-ce que c'était des entreprises qui, il y a 6 mois, ou un an, voulaient déjà s'implanter, ou est-ce que c'est la crise qui a fait qu'ils ont décidé? En fait, il y a un cas, c'est une entreprise qui avait un projet russe et la crise ne l'a pas ralenti. Il y avait un projet russe sur le deuxième semestre 2020, donc qui voit le jour. Et l'autre, c'est une entreprise qui pense qu'il y a un distributeur indirect ici, qui a des résultats. Elle pense que la crise a plutôt freiné le développement du marché par le distributeur parce qu'il est impacté, parce qu'il n'est pas en marque unique. Et donc, elle pense qu'au contraire, c'est le moment d'accélérer et de prendre des parts de marché maintenant. Donc ça, c'est vraiment une tendance lourde et c'est quelque chose qui rejoint ce que Thierry mentionnait, c'est que de plus en plus, nous, on ne voit pas les clients, ils sont en France. Donc on vend la prestation de recrutement, on vend le marché par la vidéo, par Internet, par Skype. De plus en plus, on a des outils nous, de vidéo asynchrone, donc les candidats aujourd'hui, on les voit, mais on a un outil qui fait qu'ils peuvent s'enregistrer et répondre à des questions qu'on peut personnaliser, donc ils se vendent eux-mêmes en tant que candidats en vidéo. Et donc, cette vidéo, elle part en France. Et donc, le futur employeur voit le candidat parler, puisqu'il le voit bouger, il le voit s'exprimer. Donc, il y a un effet d'émotionnalité et de proximité plus forte qu'un simple CV avec une photo et on ne sait pas trop, etc. Là, on voit la personne parler, on peut lui poser des questions, elle répond. Il y a un niveau de connexion humaine qui se fait et qui est donc peut-être plus propice au recrutement. Donc, la grande tendance, nous, ce qu'on voit, c'est que ce qu'on ressent, c'est que ça va peut-être devenir une façon de faire. Finalement, il y a peut-être moins besoin de se voir en présentiel. Et ça va avoir une conséquence, à mon avis, double sur le point de vue du recrutement. C'est que je pense que le Covid va faire beaucoup de bien et de mal au recrutement. Je pense qu'à terme, il va casser complètement la dynamique actuelle du recrutement. Elles vont vraiment changer, péricliter, se moderniser. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs du recrutement qui vont passer sur le dos. Là, dans l'année qui vient, ça va être, au niveau des agences, ça va être terrible. Et je pense que le grand danger, peut-être, dans le cadre d'un marché de l'emploi, dans certains domaines d'activité, c'est que à partir du moment où une entreprise s'aperçoit qu'elle peut faire travailler quelqu'un dans le quartier d'à côté, dans la ville d'à côté, dans le pays d'à côté, finalement ça change presque plus. Si on parle la même langue, on se comprend qu'on a une langue commune, ça veut dire que ça va, à mon sens, accélérer les dynamiques d'agilité au sein de groupes qui ne pensaient pas à recruter des gens hors de leur pays, mais qui pourront le faire avec moins d'inquiétude. Donc je pense que ça va accentuer la tendance d'entreprise à aller chercher des candidats dans les marchés moins chers, avec la capacité maintenant technique et l'habitude et l'agilité de pouvoir les embaucher. Donc ça, je pense, c'est une dynamique dangereuse pour certains employés des pays riches, c'est qu'ils vont être plus facilement mis en concurrence avec des pays moins riches. Et la deuxième chose, c'est que je pense que le marché du recrutement va de plus en plus évoluer vers de l'online, vers du digital, et on a bien vu que ça fait 2-3 ans qu'il y a de plus en plus de startups en recrutement qui émergent partout dans les pays développés, en Amérique, au Canada, en France, un peu en Russie notamment, avec des robots, etc. Donc de plus en plus, le recrutement va passer par de l'assistance, du digital, des chatbots, des robots, des enregistrements. Et donc le rôle du consultant en recrutement, du recruteur, il va être plus de faire des entretiens en masse, poser des questions, il va être plutôt d'animer ses réseaux. Parce qu'on traite de plus en plus de gens. Moi, je suis voilà, j'ai un petit cabinet à Moscou, mais voilà, j'ai 20 000 followers sur LinkedIn, je reçois, je pense, en moyenne, à peu près par jour, 30 à 50 messages de candidats en recherche de poste. Donc, on est sollicité. Et la gestion, l'animation de ces réseaux, de cette masse, elle va être plus compliquée. Et Thierry, tu veux pas me parler tout à l'heure du fait que les produits viennent à toi, donc on a besoin. C'est vraiment quelque chose qu'on envisage pour le recrutement. Enfin, les gens qui pensent à nous, le recrutement, on a des marchés comme le Canada qui sont très en avance. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que le bon recruteur de demain, il ne va pas attendre qu'il y ait une demande pour aller chercher un candidat qui va être un tout bas parce qu'il y a pénurie dans les comptes de candidats compétents dans certains domaines. Il va déjà aller chercher des candidats qui sont cachés, en off, pas en recherche, et il va se faire un pool de gens, il va avoir un pool de candidats compétents avec qui il a un contact, un réseau, et il va pouvoir en amont avoir des gens tout de suite à proposer aux clients ou des gens dont il sait que ce sont des candidats rares mais qui sont potentiellement intéressés. Donc c'est toute une vitesse et c'est plus du tout d'attendre, prendre du temps, etc. Ça va être de plus en plus une question de course et de vitesse parce que de toute façon dans les nouveaux métiers notamment, il y a pénurie.
Et là, la crise va accélérer le digital, elle va créer beaucoup d'emplois, il y aura des besoins de nouveaux emplois dans le digital et il n'y a pas assez de gens formés. Donc, il va y avoir une accélération dans ce secteur-là. Je pense que voilà, ça va impacter indirectement, très fortement, le recrutement des agences, mais le recrutement des entreprises. Oui, j'ai une question. Bah oui, non, mais c'est difficile de suivre avec ces questions. J'avais dit que je voulais faire passer, je suis arrivé. S'il y a des questions, je passerai, ça rejoindra. Non, il y a des questions de. Et aussi que peut-être un seul candidat avec un programme comme Zoom pouvait être vu par plusieurs employeurs potentiels, alors qu'avant c'était un peu difficile de faire ça. Avec des enchères. Oui, en fait, c'est vrai que l'idée, c'est quand même théoriquement, le mode opératoire classique d'une agence, c'est d'avoir en fait une mission par un client et donc de se concentrer à trouver des candidats pour la mission du client, sachant que théoriquement, c'est une agence un peu morale, tu es censé pas attaquer les concurrents des clients, mais donc tu es censé pas chasser ou partager les coûts de candidats qui sont chez tes clients. Donc, est-ce que, pour rejoindre un peu la question, est-ce qu'en ce moment, il n'y a pas justement de plus en plus des CV vidéo? C'est pas ça la nouvelle tendance? Si, la vidéo interview, c'est ça en fait, c'est que les candidats envoient des CV qui sont plutôt des présentations d'eux-mêmes. Bon, le CV, il existera toujours un jour, on va recruter 100, ou il sera différent, il aura dedans des tests de personnalité, il aura, je ne sais pas, un test de QI, un test Covid, j'espère pas. Mais il y aura plus d'éléments pour cerner la personnalité du candidat, pas sur un mode linéaire d'expérience post 3 ans, directeur commercial, après 2 ans. Donc il y aura beaucoup plus d'éléments périphériques, à mon avis, liés à la personnalité des gens. Ce qu'on recherche, c'est plutôt la personnalité de plus en plus. Les entreprises recherchent surtout des gens qui ont des compétences, une attitude, un caractère et l'expérience professionnelle peut exister pour certains métiers, mais il y a beaucoup de métiers dans lesquels elle n'existe pas encore, on est en train de la créer. Et donc on recherche plutôt des caractères. Et ensuite, oui, il y a une tendance lourde, ce que je disais tout à l'heure, c'est que de plus en plus, la vidéo asynchrone, c'est le fait de pouvoir envoyer au client un lien sur lequel il clique, il se connecte à une plateforme et il voit le candidat répondre, je vais là parler à des questions, répondre à des questions personnalisé. Il parle en langues étrangères, donc on évalue son niveau de langue. Et puis il a des questions. Je me rappelle, on avait recruté un juriste pour un cabinet anglo-saxon qui est à Moscou, spécialiste des patents, des brevets. Et on avait, le client était extraordinaire et il m'avait dit qu'il faut les bousculer un peu. Et donc on avait 4 questions avec préparation. Et la 5e question, c'était une question sans préparation. Donc c'était surtout des femmes et des hommes de 40 ans. La question, c'était quelle est la longueur de la trompe d'un éléphant. On peut dire qu'un juriste senior, quand il pose cette question et qu'il y a 1 minute, ça tourne 58, 57, 56. Et on avait vu les gens commencer à googler, chercher l'information. Voilà, c'est intéressant de voir un peu les réactions des gens, c'était plutôt fun et c'était pas un critère de jugement. Mais voilà, c'était. Mais voilà, donc là, on peut mettre les questions qu'on veut. On peut avoir la réponse? Ouais, alors en fait, ça dépend des races d'éléphants. Ça dépend. Est-ce que je peux ajouter un petit commentaire en fait? Allez, on va passer. Et la caméra qui tourne. C'est pas automatique, c'est toi qui Waouh, là, il faut encore un truc. Il y a un truc qui est intéressant dans ce que vient de dire. Il y a beaucoup de choses très intéressantes de ce que vient de dire Alexandre, mais il y a un point, on va dire, je vais faire un parallèle avec le monde de la publicité en fait. Où hier, dans le monde du recrutement, au monde de la publicité, on était des experts de notre profession. Et en fait, comme tu en parlais, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, tu en parles, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, et en fait, notre profession change et on devient des experts de la technologie de notre profession. Totalement. C'est ça le truc. Exactement. Et donc, plus vite, on va dire, on va maîtriser, et les clients viendront nous voir en nous disant voilà, il y a 50 technologies, laquelle est la meilleure, j'utilise quoi, pourquoi. Et nous, notre travail, ça va être de savoir que dans ce cas-là, tu utilises ça, dans ce cas-là, tu utilises ça. Donc, c'est assez intéressant de voir que dans différentes professions, on va dire, humaine, sociale, on va dire, il y a cette transition vers un nouveau visage de notre profession. Ça se technique. Technologie, ça se technologie. Technologie. J'ai un commentaire. Allez, vous voulez le micro peut-être? On vous entend. Le monde.
Dans notre monde, le monde d'architecture et d'ingénierie, en fait, nous aussi, on fait des recrutements et souvent, les gens ils nous envoient leur portfolio. Il y a des beaux projets, etc., mais nous, on sait que beau projet, il n'est jamais fait par une seule personne. Il y a plusieurs qui participent. Il est toujours difficile de savoir qu'est-ce qu'il a fait en réalité. Peut-être qu'il a dessiné que, je sais pas, des parois ou des planchers et tout le reste est fait par les autres. Donc, ce qu'on utilise maintenant, par exemple, c'est on demande, et justement c'est possible même en Zoom, si on demande de montrer en réel, en visio, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Et c'est pas mal en fait. Comme ça, les gens, vraiment, ils se présentent. Et on voit en réalité qu'est-ce qu'ils font. Quand ils viennent au bureau, c'est parfois même plus compliqué. Ils peuvent écrire leur vidéo et nous envoyer. Voilà, et nous, quand on a le temps, on le regarde, on analyse, et on voit vraiment que cette personne, elle nous convient. Arnaud, une question avec je sais pas. Oui, moi c'était tout à l'heure lorsque tu parlais des robots, de digitalisation de robots. Quels robots tu utilises pour ça? Je comprends pas. Ok, je vais répondre pour la troisième question. Oui, la question suivante. Dans la pharma, en général, on a un turnover qui est assez élevé, des départs volontaires, d'environ 20%, en tout cas avant Covid. Et c'est un benchmark qu'on a en général de l'industrie. Et à partir du Covid, le turnover a vraiment plongé à 5%, je pense. Est-ce que c'est une tendance que tu as constatée dans les différents secteurs, c'est-à-dire que les candidats ne partent plus spontanément ou ne sont moins enclins à changer de boîte pour son salaire, etc. Il y avait les robots, le turnover. Oui, rapidement, un commentaire sur votre commentaire. Oui, vous avez raison sur le test. En fait, c'est l'IT qui a initié ça, avec les tests pour les développeurs, je pense. Première chose qu'on recrute sur un développeur, ce n'est pas sa capacité de communication, généralement est faible, mais c'est sa capacité à produire du code. Et ça a un effet pervers, c'est que pour des métiers qui sont trop en demande, comme les développeurs, là on fait face à cette situation, nous on recrute des développeurs, 30% d'IT. On a des développeurs qui disent non, mais test, je ne peux pas, j'ai 50 tests à faire, j'ai 50 entreprises qui m'ont contacté. Donc, il me dit j'ai 15 jours de test devant moi, je peux faire le test en 3 semaines. Donc, le gros problème. Mais c'est propre à l'IT qui est très chargé. Pour les robots, en fait, il y a plein de robots. Alors, il y a les chatbots qui fait que, par exemple, vous avez une page Facebook ou un site internet, on va envoyer un message et c'est un bot qui répond. Après, il y a des vrais robots qui ont été créés. Par exemple, il y a eu un projet de start-up qui s'appelait RoboVera en Russie. En fait, c'est une femme qui vraiment appelle par Skype. Donc, il y a un hologramme, c'est quelqu'un avec des cheveux verts, des lunettes, et elle pose des questions. Elle fait passer les entretiens et beaucoup de groupes français, des gros groupes ont essayé, ça n'a pas été super concluant, mais c'était vraiment une interface de robot. Et puis MTS a mis en place ça, MTS a fait un bot recrutement. Donc le premier contact est fait par un robot, c'est un bot qui parle, qui pose des questions, qui vérifie les critères, disponibilité, métro lieu pour ce qui recrute sur les lignes de métro. Donc en fait, le premier entretien est fait par un bot en fait. Comme le bot qu'on appelle pour Internet, pour Internet qui est coupé. Moi, je l'ai fait le jour, MTS, j'avais un problème d'Internet, j'ai appelé, le bot m'a dit, j'ai appelé par l'application téléphonique. Pendant que je lui parlais en méthode, le bot me disait, un instant, on regarde la ligne, et je voyais sur l'écran, le bot était en train de rebooster ma télévision et ma box. Et non, je ne parlais pas à un humain, je parlais à un bot qui était en train d'activer ma box. Pour le recrutement, c'est pareil. En fait, il y a 5 questions qu'il fait en ligne. Il enregistre la conversation, il plug les datas dans un système qu'on appelle l'ATS, l'Applicant Tracking System. Et ça va au manager de recrutement qui, après, ont des centaines de dossiers qui arrivent et ils commencent à trier. Donc, il y a vraiment des bots, en fait, des robots qui font le premier contact à l'oral avec le candidat. Ce qui pose un énorme problème, c'est que je crois que c'est un cabinet qui s'appelle Antal. Cabinet anglo-saxon, qui avait fait une étude là-dessus. Les entretiens que les humains font avec des robots, dans le cadre d'un premier entretien de recrutement, les gens s'en rappellent moins et l'imprègnent moins que quand c'est avec un être humain. C'est vraiment, ils ont fait un sondage là-dessus il y a 1 an et c'était vraiment intéressant. Le candidat qui se fait parler avec un robot est moins. Il retient moins l'info, il pense qu'il va être frappé par un humain derrière de toute façon, qu'il
ça n'a peut-être pas d'importance, donc il y a moins d'imprégnation et d'engagement en fait avec le robot qu'il aurait qu'un être humain. C'est vraiment une tendance assez inattendue. Voilà. Après, pour le turnover, pardon, donc le robot ne sélectionne pas. Il filtre, je peux te poser la question. Il filtre, parce que c'est le Comme premier il filtre. passe à l'humain. Voilà, il y a des questions-réponses, il y a des êtes-vous prêt à, voilà, il fait un facile sur des choses factuelles basiques, primitives. Généralement, c'est pour du basse recrutement. Ouais, c'est trop vieux. Ouais, donc si vous habitez loin, vous êtes prêt à faire les tendeurs, le salaire c'est moins de 25 000 €, voilà, c'est tout un peu. Voilà. Et pour la tendance lourde, alors on constate plein de choses différentes. Il s'est avéré, il y a une énorme surprise. Les candidats russes ont apprécié de passer à travailler chez eux. Ils sont pas pressés de repartir travailler et au bureau. C'est très intéressant de constater ça, surtout sur les grandes villes. On le constate sur le nombre d'offres d'emploi qui a remonté. Et jusqu'à très récemment, il y avait un énorme écart entre le nombre d'offres disponibles, entre le nombre d'offres disponibles et le nombre de candidats disponibles. Donc, il y a eu un gap. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de candidats qui sont maintenant dans le cadre de la prudence. Donc, ça laisserait penser que culturellement, c'est en train de baisser de façon continue, mais des fois, ça s'accélère. Les candidats russes sont moins des jumpers, ce qu'on appelle qu'avant. Je me rappelle en 2008, quand je suis arrivé en Russie, on disait au cadre, il faut faire au moins 18 mois dans la boîte. Ça a changé. Il y a des gens qui font 3 ans, 4 ans maintenant, c'est devenu plus fréquent. Donc, il y a plutôt une tendance lourde sur la longue période historique et vers la stabilisation. Après, pour les postes plus juniors, on va dire dans l'IT, les juniors 16 ou autres, là c'est beaucoup plus instable. Et surtout, ce qu'on a constaté dans le monde, on va dire, dans les économiques russes, c'est que les entreprises russes, beaucoup d'entreprises, ont joué le mauvais garçon en se servant de la crise. Il y a énormément aujourd'hui de candidats avec qui je parle qui me disent que voilà, on nous propose de travailler 2 mois gratuit, qu'il faut payer l'agence de recrutement pour avoir le poste. Donc, il y a des bad et des dirty practices qui sont en train de réapparaître. Elles avaient disparu du marché russe, mais elles réapparaissent à peu près partout. Donc, ça, c'est vraiment un problème, ce qui corrompt encore un peu plus la confiance potentielle entre le candidat et l'employeur et met l'agence au milieu. Donc, les tendances lourdes, c'est ça. Après, je pense que si c'est dans l'IT, en moyenne, un IT compétent trouvait un travail en 3 jours le 15 mars 2020. Aujourd'hui, c'est passé à 5-6 jours. Donc, dans le secteur de l'IT, il n'y a pas eu vraiment de changement. On est passé de 3 à 5 jours. C'est comme si c'était passé. Pour des postes plus techniques dans l'industrie, des postes de direction de site de production, oui, là, les gens font très attention. Il y a une très, très grande prudence avant de quitter le poste. Pour la pharma, je n'ai pas de données statistiques récentes, claires, donc je ne penserai pas. Mais voilà, je pense que c'est une question de maturité. Chez les seniors, on est prudent, mais c'est lié aussi au fait que quand on est plus senior, on a un cadre de vie qui est plus cher, on a des engagements, on a une famille, on a un crédit, etc. Donc on est peut-être plus tenu. Et chez les juniors, j'ai l'impression que ça reste encore très, très, très instable. Et paradoxalement, comme les salaires ont été baissés, beaucoup d'entreprises ont baissé les salaires parce que les gens sont passés en plein cas à distance. Donc ça, surtout sur les juniors, ça a sans doute créé encore plus d'instabilité. Je rajoute une petite tendance aussi que j'ai remarqué cette année. On va donner le micro, mais le nombre des personnes en fait, c'est du poids. On a perdu au fur et à mesure. Il y a une autre tendance que j'ai remarquée cette année, donc on a fait quelques embauches cette année, et les questions qu'on m'a posées cette année, c'est est-ce que les gens avec qui je vais bosser sont sympas? Voilà. Comment bosser, quelle est l'atmosphère dans la société? Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on parle de jeunes, on a la trentaine, mais le cadre, on va dire, et l'entreprise, on va dire ce qui se passe dans l'entreprise, est devenu presque aussi important que le salaire qu'on leur propose. Alors que j'ai jamais vu ça avant. Donc il y a vraiment un switch, j'ai l'impression, parce que c'est quelque chose qui fonctionne aussi dans d'autres industries. Oui, on le constate. Je pense aussi que c'est un effet sociologique, c'est-à-dire que quand on est, si on a 22 ans, 23 ans, qu'on est peut-être logé encore chez les parents ou qu'on est aussi, on a moins d'espace de vie d'habitation, il est plus compliqué de travailler à distance. Donc, je pense qu'il y a aussi là des gens qui ont
qui ont mal vécu la juste raison de confinement, qui n'ont pas envie de rester enfermés encore un an à travailler à la maison et qui sont plutôt en train de se dire il faut que j'aille au bureau. Mais comme le confinement aura des conséquences psychologiques lourdes chez beaucoup de personnes, nous on le voit chez nos candidats, hein, c'est une réaction assez atypique. Je pense que la qualité du collectif devient une valeur plus importante qu'avant. Et ça, c'est une tendance qui peut être accélérée avec le Covid en Russie, mais elle est quand même sous-jacente en fond dans les RH. De plus en plus chez les jeunes, on s'intéresse à la perspective, à l'entreprise, à ce qu'on va pouvoir apprendre dans le travail. Donc, il n'y a pas seulement la logique financière, les relations avec l'employeur, il y a tout ce qui va autour. Les horaires flexibles, est-ce que je vais pouvoir être formé, est-ce que je vais me développer? Donc, cette tendance lourde, elle est sous-jacente. Et je pense que là, le Covid a eu un effet hyper accélérateur dans le cadre du marché du travail, ce qui va forcer les entreprises à être plus agiles là-dessus. Les agences, à encore plus le vendre aux entreprises en disant qu'il faut absolument que vous assouplissiez sur certaines choses, les salaires, les horaires, pardon, peut-être, le fait d'avoir une journée à domicile pour travailler, pas être au bureau. Voilà. Et ça nécessite aussi beaucoup d'agilité que toutes les entreprises n'ont pas, parce qu'il faut savoir onboarder les gens, il faut savoir les manager à distance, il faut un peu de savoir-faire, c'est pas facile, pas pour tous les métiers, mais voilà, tout le monde n'a pas. Et ça, c'est des nouvelles dynamiques qui vont apparaître dans les RH. À mon avis, dans les entreprises, donc les DRH, les DRH sont de lourdes responsabilités dans les années qui viennent et ça va être compliqué pour certaines boîtes. Le degré d'agilité d'entreprise va être un facteur clé à mon avis pour attirer du staff. Bravo. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Beaucoup. On va demander, est-ce que. Non, on peut le dire. Je me tourne vers les organisateurs. Est-ce qu'il me reste un petit peu de temps? 10 minutes. Je vais être très rapide. Sinon, on garde le meilleur, pas pour la fin, mais pour la prochaine fois. C'est pas le président. C'est moi le président. C'est toi qui décide. Moi, je vais être rapide. Oui, bon, j'ai noté 2-3 choses, mais je vais être rapide. Il y a l'immobilier résidentiel dont je voulais parler, un peu commercial, évidemment. Peut-être parler un peu des expatriés pour faire un petit point, et puis dernier point sur l'immigration, dans le sens les expatriés qui viennent ici et tous les soucis entre visa VKS, VNJ et la tendance actuelle. Est-ce que je me présente en vitesse? Moi, ça fait 20 ans que je suis en Russie et j'ai plusieurs sociétés. La plus importante, c'est Welcome on Road qui gère à la fois les expatriés qui s'implantent et aussi on a évidemment une expertise sur l'immobilier essentiellement résidentiel, que ce soit à l'achat ou à la vente. Je suis aussi directeur du Carré France, qui est un espace de coworking qui est dans l'immeuble de la Chambre de commerce. Nous avons à peu près une quarantaine de postes et j'apporterai après plus d'informations. Sur le résidentiel, ce que je peux dire, c'est que en termes de location, tout le monde est resté à la maison, tout le monde a essayé de négocier plus ou moins son loyer. La majorité du temps, les propriétaires ont accepté. Nous, on a beaucoup travaillé sur ça pour nos clients et je pense que tout le monde a joué le jeu dans la majorité du temps. On a obtenu jusqu'à, on va dire, 30, parfois 40% sur la période, on va dire, de mars à juin, juillet, août, voilà. Puisque de toute façon l'appartement a été utilisé, je dirais même plus que d'habitude, mais je pense que tout le monde, dans un esprit de solidarité, notamment les propriétaires, ont accepté de baisser les loyers. Le marché de l'achat-vente, lui, n'a pas beaucoup bougé, puisque de toute façon, tout était fermé, on ne pouvait pas obtenir de documents, on ne pouvait pas faire de deal. Ça s'est fait par la suite. En ce moment, et assez curieusement, nos appartements sont souvent visités et on a de plus en plus d'offres sur l'achat. Je ne peux pas dire que le marché a beaucoup baissé, je dirais peut-être maximum de 3 à 5%, mais ce n'est pas flagrant. Le marché des nouvelles constructions, lui, a un petit peu plus baissé. Parce que je pense que les développeurs ont besoin de liquider beaucoup les appartements. Mais en tout cas, je dirais, nous de notre côté, on a eu quelques ventes, et donc ça nous a permis effectivement de bien nous tenir. L'entreprise, chez nous, on a évidemment on a gardé tous nos employés, on
gardé les salaires, on avait payé parfois des bonus au cas où ils en avaient besoin en avance. Et je pense que tout le monde est essentiellement resté à la maison. Il n'y a évidemment pas eu beaucoup de visites et le marché est reparti à partir du mois de juin. On a même embauché, effectivement. Donc il y a une activité. Alors, une de mes activités, une de nos activités les plus importantes était évidemment l'arrivée des expatriés. Elle a été retardée dû au fait que les visas n'étaient pas donnés, les frontières étaient fermées. Enfin, tous les étrangers savent combien ça a été difficile pour certains d'arriver en Russie, mais néanmoins, il y a eu des arrivées. On a eu une première vague qui a été finalement tous les diplomates. On travaille avec une vingtaine d'ambassades. Tous sont arrivés tant bien que mal, donc ça s'est plutôt bien passé. On a eu beaucoup de visites qui se sont faites online, donc évidemment on a beaucoup évolué sur notre manière de travailler. On est passé évidemment de l'e-commerce, du live stream, enfin tout ça. Tous nos appartements ont été scannés en 3D, donc maintenant on envoie un lien qui permet aux personnes intéressées de se balader dans l'appartement. Alors, soit ils le font avec carrément le casque virtuel, soit ils peuvent le faire sur leur ordinateur. C'est assez. On se sent vraiment dans l'appartement et on a dû faire, je ne sais pas, presque une dizaine de deals comme ça où les gens n'ont pas visité l'appartement en vrai, mais se sont décidés et n'ont pas été déçus lors de leur arrivée. Donc, ça, c'était, on va dire, les diplomates. La deuxième vague est en train d'arriver, donc septembre, octobre, novembre. Petit à petit, les expatriés qui ont été nommés pour des postes de direction ou autres, au sein même des entreprises, quelles que soient françaises ou étrangères. Ce qu'il est à noter en ce moment, et ce qui nous dérange un petit peu, c'est que tous les VKS, donc ce sont les visas donnés aux expatriés qui ont un certain niveau et de salaire et de responsabilité au sein de l'entreprise. Donc, c'est un visa de 3 ans. Aujourd'hui, on les autorise à venir en Russie pour commencer à travailler, mais il y a encore un mais, on n'autorise pas leur famille à venir, ce qui fait que ça pose un problème, à mon avis, pour les entreprises en ce moment. Les expatriés réfléchissent à venir ou pas, c'est-à-dire qu'ils se disent ok, je viens, mais il faut vraiment que ma famille arrive. Alors, évidemment, personne ne peut apporter aujourd'hui de réponse. La deuxième question, c'est les vacances de Noël arrivent bientôt. Qu'est-ce que je fais? Moi, je n'ai pas envie de rester tout seul, donc je vais sûrement revenir. Mais si je reviens, je ne devrais pas revenir à nouveau. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent sur la venue des expatriés. Nous avons aussi certains expatriés qui ont décidé de ne pas venir parce qu'ils ont des enfants de bas âge, par exemple. Ils ne veulent pas se séparer ni de leurs enfants ni de leurs femmes. Ils sont prêts à travailler à distance. Je pense que les entreprises organisent tout ça pour que ça se passe au mieux. Mais ça devient un petit peu compliqué. Alors, je ne sais pas, et on en reparlera, toi et moi, dans les prochains mois à venir. Est-ce qu'on n'est pas sur une tendance où l'expatrié va se faire de plus en plus rare? Pour moi, c'est une grande question qui m'amène aujourd'hui effectivement à réfléchir au sein même de mon entreprise, savoir si on ne va pas peut-être aujourd'hui se tourner beaucoup plus vers les Russes. Alors on se tourne déjà un peu plus vers les Russes qui sont aussi en attente d'une qualité de travail que parfois on peut apporter en tant qu'Européens et face à nos concurrents. Et c'est là où aujourd'hui on essaie justement de changer un petit peu de cadre. En tout cas, moi je suis là pour durer et puis je pense que les prochains événements, que certains connaissent, je ne dirais pas encore au micro, font que je vais durer encore longtemps. Mais voilà un petit peu la tendance actuelle par rapport à mon métier. Pour en venir peut-être au Carré France, à l'espace de coworking, on a perdu à peu près 30% de nos locataires, des entreprises qui n'avaient plus aucun revenu ici en Russie et qui ont dû quitter leur bureau. Je vois une tendance au retour d'entreprises qui appellent, qui ont besoin de voir nos bureaux, qui se disent mais finalement on va peut-être s'installer, revenir là, qui envoient peut-être soit des nouveaux ateliers, soit des Russes locaux. Donc je dirais pour l'instant l'espace de coworking n'est pas mort, se porte bien, il reste encore quelques places données nombreuses. Voilà, j'ai essayé de résumer en 10 minutes. Vous entendez? Est-ce
tout dire en 10 minutes, on parle. C'est intéressant. Bon, dans ce cas-là, on va finir notre comité PME-PLI. On se retrouve logiquement peut-être dans un mois. Grégoire, vous voulez parler? Non, oui. Oui, juste avant de terminer, je voulais donc vous remercier et vous féliciter une fois de plus pour vos élections. Je voulais en profiter, vu qu'on est là, pour vous rappeler, donc ce comité est ouvert à tous, mais pour les membres qui sont là aujourd'hui, la semaine prochaine, nous avons notre assemblée générale. Et à l'occasion de cette assemblée générale, nous allons élire les nouveaux administrateurs de la Chambre de commerce. Aujourd'hui, nous avons d'ailleurs un administrateur avec nous. Donc voilà, je vous invite à participer à cette assemblée générale et à prendre contact avec vos responsables de compte adhérents ou ils prendront contact avec vous pour participer à ces élections qui sont importantes parce qu'elles permettent de valider les axes de développement de la Chambre parce que donc les entreprises membres de la CCI participent à la vie de la Chambre comme on le voit aujourd'hui et à différents niveaux. Voilà. Je voulais aussi rajouter que nous avons une hotline pour toutes les questions migratoires. Donc voilà, il y en a beaucoup de questions sur les BTS, sur les différents vols, etc. Donc n'hésitez pas à nous écrire. On mettra en description du chat et sur Facebook. Et voilà aussi, si vous avez des questions, si vous voulez avoir des intervenants particuliers pour les prochaines sessions, je vole la vedette au président, mais n'hésitez pas à nous faire part de vos idées sur ce que vous attendez de ce comité et comment vous voulez le voir évoluer sur le fond, la forme, etc. Et aussi le groupe WhatsApp. Oui, et nous avons un groupe WhatsApp, sur lequel vous pouvez partager vos idées et sur lequel nous publierons le lien. Vous pourrez trouver la vidéo sur YouTube de ce comité. Juste, si tu peux insister, vous pouvez voter à distance. Oui, pour l'Assemblée générale. Oui, tout à fait. L'Assemblée générale, donc le 21 octobre prochain. Le vote et l'Assemblée, ce sera en ligne, tout en ligne. Donc, c'est très simple. On vous enverra un lien pour voter. Vous avez déjà reçu les mails, mais on va vous renvoyer ça pour vous expliquer. Ce n'est pas toujours évident, pas toujours facile, mais c'est important. Le dernier mot. Le dernier mot, Monsieur le Président. On se retrouve dans, je pense, un mois, à mon avis, on verra avec les organisateurs. Pour l'instant, on n'a pas encore préparé et réfléchi au sujet. En tout cas, Alexandre, je suis très content de faire la coprésidence avec toi. Je pense qu'on va bien s'amuser et bien travailler, bien sûr. Merci à tous, en tout cas, d'être venus. Bravo. Merci. C'est très bien.